Bonjour, merci d'être aussi nombreux pour cette conférence sur la transformation du service à la satisfaction du client. Et donc on va aborder deux points qui sont la réduction des coûts et en même temps l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. On va voir comment on travaille tout ça sans jamais rien renier de l'expérience client. Et pour en parler, à côté de moi, donc j'ai on a des profils complémentaires puisque j'ai deux personnes de la food tech. À mes côtés, donc Women First, Laura Stagno, qui est directrice commerciale de Lightspeed. Ensuite, Guillaume Sarton, qui est lui aussi directeur commercial, mais d'Adoria, donc la solution food tech de gestion. Et pour la partie restauration, on a sur la restauration Inspiration Méditerranée, donc Julien Casbah, qui est CEO de Dahlia Group, deux restaurants, bientôt un troisième. Et donc bravo à vous. Et Thierry Veil de Bagelstein, donc l'enseigne que je n'ai pas besoin, j'imagine, de présenter. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous en tant que restaurateur. Si vous pouviez très brièvement nous parler de l'expérience client, très brièvement, parce qu'après, on verra comment est-ce qu'on peut la traduire, comment est-ce qu'on peut créer ce juste équilibre entre réduction des coûts et efficacité opérationnelle. Peut-être Julien, vous commencez, ou Thierry, pour nous expliquer, pour vous, que représente l'expérience client, comment vous la travaillez. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous, merci d'être présents et ravi de faire votre connaissance. Si je devais simplement définir l'expérience client pour un restaurant, en fait, je pense que c'est tous les points de contact qu'on peut avoir avec notre client, que ce soit de la première prise de contact, donc, quand le client prend les informations sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, au moment de la prise de réservation, donc ça c'est la partie, on va dire, avant l'arrivée au restaurant. Il y a la partie pendant son arrivée au restaurant, qui va être le service, la qualité de ce qu'il peut y avoir dans l'assiette, les lieux aussi qui sont de plus en plus importants, avec une concurrence qui est de plus en plus grande dans des grandes villes comme Paris. Et puis après, il y a toute la partie post-expérience où on doit aller récupérer le feedback auprès de nos clients, qu'il soit positif ou parfois négatif, parce que c'est souvent dans les feedbacks négatifs qu'on va chercher des points d'amélioration et qu'on s'améliore. Thierry, alors avec une expérience complètement différente, puisque c'est un autre type de restaurant. Non, mais l'expérience client a été la base, peut-être numéro 1 de la création de Bagelstein. C'est-à-dire qu'on a créé un concept avec deux piliers. Un, une expérience client avec un certain niveau, non pas qualitatif, mais vous allez comprendre. Et deux, une qualité de bouffe sans défaut, parce que si c'est pas bon, les blagues qu'on va faire ne sont pas drôles, ne serait-ce que pour justifier ça. Mais on a mis l'expérience client en numéro 1. C'est assez complexe. Ça veut dire qu'on est parti d'un postulat qui était de dire on ne veut pas se contenter de remplir le ventre de nos clients, on veut marquer d'une micro-séquelle leur cerveau. C'est super prétentieux, super ambitieux, mais ça veut dire que dès le départ, on s'est dit on veut qu'il se passe quelque chose en restaurant. Et comment on fait pour qu'il se passe quelque chose en restaurant dans 40 mètres carrés avec de la restauration rapide? C'est ultra complexe. Et ça a été cette identité, cet univers qu'on a créé, qui permet de fédérer toute une communauté autour du concept et d'avoir une expérience client. Maintenant, ce qu'il en est aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure. Et donc, au début, quand on a vu l'intitulé de la conférence, on s'est dit c'est difficile de lier réduction des coûts et expérience client. C'est quand même un subtil équilibre. Guillaume, peut-être vous pouvez commencer justement. Comment est-ce que finalement, en réduisant les coûts, on peut améliorer l'expérience client? Oui, alors chez Adoria, on a une solution de gestion pour les restaurants. Donc le job de la solution de gestion, c'est vraiment l'efficacité, être efficace pour toutes les opérations du restaurant, que ce sont les commandes, les inventaires, gestion des stocks, tout ça, en étant au plus juste, en pilotant ses coûts, en pilotant ses marges. C'est réellement l'essence. Après, je vois, moi, deux liens entre l'efficacité et l'expérience client. Le premier lien, le plus simple, c'est de dire plus je suis rapide dans mes tâches opérationnelles, plus je vais dégager du temps.
par exemple, on a des clients qui viennent nous voir, ils font leurs inventaires tous les mois et vont dire l'inventaire me prend 45 minutes. Ils prennent l'outil, ils font l'inventaire en mode déconnecté sur une tablette et après ils font l'inventaire en 15 minutes. Ils disent ben voilà, c'est simple, avant je prenais 45 minutes, maintenant je fais 15 minutes mon inventaire, j'ai économisé 30 minutes. Ces 30 minutes, ils vont pouvoir les réinvestir dans le service au client, dans la qualité, dans ce qu'ils veulent mais qui peut apporter plus de valeur. Ça c'est le premier exemple. Et parfois on a des exemples qui sont un peu en sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont d'abord dire « je souhaite modifier mon expérience client, je souhaite l'améliorer ». Je vais prendre un exemple dans le burger, un exemple assez simple. Il y a une époque où le burger, c'était, je sais pas quoi, le Big Mac, le Whopper, avec une recette bien définie. Et puis les burgers sont allés dans la personnalisation. Au début, on pouvait enlever le cornichon ou la tomate et autres. Et aujourd'hui, on peut complètement personnaliser son burger. Donc ça, c'était augmenter l'expérience client, parce que moi, en tant que client, je peux choisir le burger exactement comme je l'adore. En revanche, quand vous avez cette possibilité-là qui est offerte au client, ça multiplie les possibilités de recettes et du coup, il faut modifier votre outil back-office. Donc ça, c'était une interaction un peu dans l'autre sens. D'abord, je modifie et j'améliore mon expérience client, mais ensuite, je dois modifier mon outil back-office parce que sinon, je vais avoir des bêtises et je vais mal calculer les choses. C'est-à-dire que on ne travaille pas avec un burger personnalisé comme on travaille avec un Big Mac ou une recette fixe. Dans le poké, par exemple, si on prend chez Pokawa, c'est pareil. Ils ont un poké saumon, c'est une recette bien définie. Et ils ont un poké création. Et bien, le poké création, il y a tellement de possibilités, de milliers de recettes, que je ne peux pas les gérer de la même manière. Et le calcul de mon food cost et le calcul de ma marge doit être adapté alors que j'ai amélioré mon expérience client. Et sur la partie réduction des coûts purs, parce que je reviens dessus, je veux absolument qu'on en parle. Oui, alors sur la partie réduction des coûts, c'est intéressant. Donc les clients, généralement, souvent viennent nous voir au départ et disent « j'ai 5% de fuite, 5% de perte ». Je sais, parce que j'ai mon compte d'exploitation, qu'il y a 5% de des marques inconnues. Et leur premier problème, c'est qu'ils ne savent pas d'où vient cette fuite. Donc la première façon de réduire ce 5%, c'est d'identifier la cause. Et donc d'arriver à comprendre qu'est-ce qui va être contributeur de ce 5% d'écart. Et donc les clients vont prendre l'outil. Et l'outil, justement, en faisant ce lien entre les ventes et les stocks. Donc l'outil, si on travaille normalement, on va vous dire « j'ai vendu 100 burgers, j'aurais dû acheter, je sais pas quoi, 5 kilos de steak haché. Or, mon inventaire m'a dit que j'en ai acheté plus, j'en ai acheté 6 kilos. Donc j'ai eu 1 kilo d'écart. Et le fait de pouvoir analyser quelles sont les composantes de ces pertes, c'est la première chose qui va aider les clients à les réduire, c'est-à-dire identifier d'où viennent les pertes. Et on s'aperçoit que les clients passent de 5% à 2%. Et ensuite, les clients vont descendre en dessous de 2% d'écart. Et nos clients les plus performants sont à 0,20%. Voilà. Et après, un client qui est en vitesse de croisière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait suivre ces indicateurs et il va dire au-dessus de 2%, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui déconne. Donc là, je dois essayer de creuser et de comprendre. Et chaque client va mettre son seuil là où c'est pertinent pour lui. En brasserie, ça va être plutôt restauration à table, brasserie plutôt 2%, c'est déjà bien. Quand on est en fast-food, en QSR, on va être plutôt à 0,2%. En tout cas, c'est le maximum que nous, on a observé. Et donc, c'est l'analyse de ce qui doit être fait en théorie et ce qui est fait réellement qui va permettre de détecter ces écarts. La clé, c'est détecter les écarts. Laura, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision aussi par rapport à ça? Alors, ma vision, elle est vraiment très similaire, mais je pense qu'un point essentiel que Guillaume est en train de nous dire, c'est que pour pouvoir transformer un petit peu, que ce soit l'expérience client ou la réduction des coûts, il faut avoir des indicateurs qu'on mesure. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Et c'est là où nos amis restaurateurs en parlent bien mieux que nous. Il faut pouvoir, pour se lancer dans ce genre de défi, décider de ce qu'on veut mesurer et comment. Et là, j'en parlais avec Thierry, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines, on était ensemble. Et il m'a dit quelque chose, je lui ai demandé s'il avait le droit de le dire aujourd'hui, il m'a dit que je pouvais. Et on parlait du fait que parfois, ces franchisés viennent et lui disent je comprends pas, tu m'as vendu un concept où j'allais pouvoir prospérer, faire du chiffre, avoir une super expérience, mais c'est pas le cas. Et puis il m'a répondu, oui, mais ces gens-là, parfois, ne connaissent pas leur chiffre d'affaires. Donc, c'est pas le sujet du jour, c'est pas le chiffre d'affaires, mais ça veut quand même montrer la mesure qu'on est dans un milieu, la restauration, un milieu de passionnés.
On a des personnes qui vont s'engager, ils peuvent faire n'importe quelle entreprise, mais ils décident de faire de la restauration. Moi, ça m'impressionnera toujours, je viens pas de ce milieu-là, donc franchement, pour tous les restaurateurs dans la salle, bravo. Pour autant, il ne faut pas oublier que ça reste du business, qu'en fin de journée, il faut pouvoir comprendre certains indicateurs clés, son chiffre d'affaires, sa marge, sa perte, où est-ce que ça part, etc. Donc vraiment, voilà, mon point de vue il est assez simple, c'est que pour ça, il faut pouvoir mesurer, puis il faut des outils pour mesurer, évidemment. Julien, je crois que vous mesurez différents indicateurs comme ça, relativement au cordeau. Ouais, si je mets un petit peu de contexte sur notre histoire, avec mon associé, on a lancé donc, Dahlia Group il y a un petit peu plus de 3 ans, et on n'est pas du tout du milieu de la restauration, plutôt au profil assez classique, école de commerce, lui dans la finance, moi dans la tech. Et avant de se lancer, on avait ce projet-là qui était de créer un groupe dans l'univers méditerranéen, et on a rencontré peut-être 80, 100 personnes pour comprendre ce business. La première chose qu'on avait, c'était que c'est un business de passionnés. On est passionné, on a envie, on a une typologie de cuisine, on a une culture, on a une vision pour notre boîte. Ok, on va y aller. La deuxième remarque qu'on se fait après avoir rencontré ces 80 ou 100 personnes, c'est que c'est un business de centimiers. Pourquoi Je vais l'illustrer très simplement. Sur un restaurant, si vous faites, admettons que vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, sur ces 100 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, vous allez avoir, si c'est bien géré, 38 à 42 000 euros qui vont être alloués au salaire. Donc 40% de votre chiffre d'affaires vont être alloués au salaire. Encore une fois, ça c'est sur notre modèle à nous, qui sont des modèles de restauration, pas de restauration rapide. Ensuite, à ces 40%, vous ajoutez 25% de F&B cost. Donc les F&B cost, c'est Food and Beverage Cost. C'est simplement vos achats consommés. Donc c'est un ratio qu'on suit. On doit avoir 25% de notre chiffre d'affaires qui est alloué aux achats consommés. Food, donc tout ce qui est nourriture, et boissons alcoolisées, non alcoolisées. Donc si j'additionne les deux, j'ai 65% de mon chiffre d'affaires qui est alloué à mes équipes et à mes achats consommés. Il me reste 35% pour rembourser nos prêts. Pourquoi ? Parce que ouvrir un restaurant, ça nécessite énormément de capex. Donc, un restaurant comme Dahlia, on a investi un petit peu moins de 2 millions d'euros. Donc, tout ça, il faut le rembourser chaque mois. Vous n'avez pas payé vos loyers, vous n'avez pas payé vos charges, énergie, donc eau, électricité, gaz. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de notre PNL, mais il y a énormément de dépenses qui doivent être prises en compte. Donc en fait, vous devez être extrêmement vigilant. Et en plus de ça, votre activité, je ne sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui sont employées dans un logiciel comme ZenChef ou Malou, mais en fait, vous avez de la visibilité sur votre chiffre d'affaires. Ou comme Lightspeed, par exemple, vous savez combien vous allez faire le mois prochain, vous avez un taux de croissance que vous pouvez anticiper. Nous, ce n'est pas le cas. La seule chose qu'on peut anticiper, c'est le nombre de réservations. Mais nos réservations, elles ne sont pas à un mois à l'avance. Elles sont peut-être 2-3 semaines maximum. Et on a toujours des réservations last minute. Donc en fait, tous les jours, vous devez adapter vos coûts, c'est-à-dire le nombre de personnes qui est dans le restaurant pour respecter ces 40% de masse salariale. Vous devez adapter vos dépenses aussi de F&B cost pour respecter ces ratios et éliminer tous les éléments qui peuvent venir le compromettre. La fermeture d'un restaurant parce que vous avez une fuite, une baisse d'activité parce que au mois de mai, il y a un enchaînement de jours fériés et tous les Parisiens partent en vacances. Et ça, c'est des choses qui se ressentent. Donc, c'est un business de passionnés, forcément, parce qu'il faut être là tous les jours. Et il y a une phrase que je dis souvent à mes équipes, et je pense qu'elle est hyper importante, c'est que si on prend Lightspeed, ça fait 15 ans que vous existez, un peu plus de 15 ans, et il y a 15 ans, le produit, il ressemblait à... Donc il y avait une version bêta, et pendant ces 15 ans, le produit, il a évolué. Il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées, mais le produit, il a répondu aux besoins des utilisateurs. Nous, à chaque service, chaque midi, chaque soir, ce n'est pas les mêmes clients, et en fait, on remet notre réputation en jeu. On remet notre expérience client en jeu, tout en ayant cette philosophie où on doit respecter nos coûts. Donc c'est pour ça que nous, très rapidement, étant donné qu'on était assez jeunes quand on l'a lancé, on n'avait pas encore une vision avec des œillères, on s'est équipé d'outils qui nous permettent non pas de s'inscrire dans la lignée de start-up, etc., mais qui nous permettent juste de contrôler nos coûts pour pouvoir s'assurer que ce qui est dans l'assiette est bon, qu'on respecte nos grammages,
tout en travaillant des produits français et de saison parce que c'est notre promesse, tout en rémunérant correctement nos équipes, parce qu'aujourd'hui on est sur un marché de l'emploi dans la restauration qui est quand même assez difficile. C'est difficile de recruter, c'est encore plus difficile de garder ses talents. Donc vous devez rémunérer les gens, mais aussi créer des plans de carrière. Donc ça, il faut être assez transparent là-dessus. Donc voilà, donc oui, utiliser des outils, ça peut paraître très difficile au départ si on n'a pas forcément d'appétence avec des solutions digitales, mais c'est essentiel parce qu'on n'est plus sur les restaurants d'il y a 30 ans, où c'était géré par un petit peu de manière traditionnelle, où on passait nos commandes au téléphone, on avait nos fournisseurs, on attendait les prix du cours de Rungis la veille à minuit pour commander le lendemain matin. Non, ça c'est malheureusement, je pense, terminé, surtout dans un contexte inflationniste comme le nôtre. Donc voilà un petit peu comment nous on gère nos coûts, masse salariale, F&B cost, charges externes, et parce qu'on a aussi cette ambition d'ouvrir des restaurants, parce qu'ouvrir des restaurants c'est grandir, mais c'est aussi faire grandir les personnes qui sont avec nous. Donc ces personnes qui rentrent en tant que commis de salle ou commis de cuisine, notre promesse c'est qu'on va ouvrir des restaurants et que demain elles pourront être chefs ou directeurs de resto. Moi, ce qui m'intéressait, quand on a préparé la conférence, vous me disiez aussi qu'en fait, il fallait sensibiliser toutes les équipes au food cost. C'est-à-dire que même un plongeur doit savoir qu'il doit faire attention à ce qui se passe aussi. Oui, en fait, c'est essentiel. Aujourd'hui, on est un petit peu moins de 80 personnes. Si on est juste 2 à se préoccuper de nos coûts, ça n'a pas de sens. Donc en fait, on a mis en place quelque chose qui est de la responsabilisation de nos équipes, où nos équipes, alors on ne tombe pas dans la performance, l'atteinte du chiffre constante, on n'est pas une boîte de sales, pas du tout, mais on est une boîte où nos directeurs connaissent leur chiffre d'affaires, ont des objectifs, ils doivent uniquement les respecter, pas besoin de surperformer, parce que sinon ça impacte l'expérience client. Mais le but, c'est que plus l'information est lisible par vos équipes, plus elles comprennent votre business, plus ils vont agir comme si c'était leur entreprise. Et en fait, c'est le mot et je le pense vraiment, c'est que nos directeurs et nos chefs, c'est des intrapreneurs, c'est des personnes, un restaurant, c'est leur entreprise, c'est leur masse salariale, c'est leurs employés, c'est leurs dépenses, et c'est à eux d'atteindre leurs objectifs. Et peut-être qu'un jour, ils partiront, mais quand ils partiront de chez nous, le plus tard, j'espère, ils connaîtront comment on gère un restaurant, comment on gère un PNL, donc un budget prévisionnel réalisé, et quelles sont les dépenses auxquelles il faut veiller. Au départ, on n'avait pas forcément inculqué cette culture de transparence sur les chiffres, parce que ça peut effrayer, parce que ce n'est pas à portée de tout le monde, mais je vous assure que prendre 30 minutes avec une personne dans votre équipe, un commis de salle qui porte juste de l'intérêt à comprendre, ce sera 30 minutes de gagner, parce que quand il va voir un plat qui sort, quand il va voir une commande qui arrive dans le restaurant, qu'il sait qu'il faut la réceptionner, parce qu'on parlait d'inventaire tout à l'heure, il faut bien la réceptionner sur notre logiciel, parce que sinon les inventaires sont faux, et à la fin ça a un impact sur nos budgets, c'est essentiel. Et ce commis de salle, peut-être que demain il sera chef de rang, et c'est lui qui va l'apprendre à une autre personne. Et en fait, c'est cet apprentissage constant qui, je pense, est essentiel, où la transparence des coûts, en fait, vous sensibilisez vos équipes, et du coup, ils deviennent acteurs et garde-fous de vos budgets, parce que c'est un business de centimiers, on n'a pas honte de le dire, mais la finalité, c'est que c'est un business de passionnés. Alors, j'ai vu Guillaume se saisir du micro, je pense qu'il avait envie de réagir sur les propos. Oui, tout à fait. Je rebondis sur une question, effectivement, de savoir ce qu'on doit faire. Notamment, j'ai un exemple simple, c'est la saisie des pertes. C'est-à-dire que pour pouvoir contrôler son marge, ses food costs, il y a des pertes dans un restaurant. Si je ne les enregistre pas, je ne les mesure pas, comme on disait. Et donc, la première chose, c'est de savoir qui va les enregistrer. Très souvent, on peut saisir une perte de produit fini. Donc, si j'ai un plat qui a déjà été fait, il est perdu pour X raison, je peux l'enregistrer depuis ma caisse et ça va remonter dans mon back-office. Donc, vous avez des liens et des passerelles entre les outils. Donc, ça vous facilite la vie parce que je n'ai pas à ressaisir dans plusieurs outils la même information. Je ne la saisis qu'une fois. Donc, ça, c'est un gain de temps. Et puis, je peux aussi avoir des pertes en cuisine, c'est-à-dire que j'ai de la perte matière première et là, que je vais saisir dans mon outil. Et le fait de saisir toutes ces pertes qui vont être des pertes connues vont permettre déjà, évidemment, de les mesurer et de voir est-ce qu'elles augmentent, est-ce qu'elles baissent, est-ce que je suis en ligne. Et puis, elles vont permettre après de se concentrer sur tout ce qui est inconnu. Donc voilà, je voulais réagir sur ce point-là. Un autre point que je trouvais intéressant, c'est la notion de réactivité. C'est-à-dire par rapport à ce que tu dis, dans la gestion d'un restaurant, on voit bien tout ce qu'il y a à faire, c'est énormément de tâches.
le fait d'avoir un outil digital vous fait gagner en réactivité. C'est un point très important. Beaucoup de prospects nous disent, mais avant, j'avais un point vers le 10 du mois suivant, le 10, le 12, je savais à peu près ce que j'avais fait le mois d'avant. Ils disent, mais avec l'outil digital, je sais le jour même où j'en suis. Et donc, tout de suite, ça permet si quelque chose dérape, je peux réagir beaucoup plus vite. Et ces 15 jours de gagner, c'est énormément de temps et d'argent parce que j'évite une dérive de s'installer, en fait. Donc, l'outil digital permet vraiment une grande réactivité. Et qui dit réactivité dit aussi meilleure expérience client in fine. C'est ça aussi qu'on vient chercher. Thierry, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter? Et je pense qu'après, il faudra que tu nous parles aussi, pour l'efficacité opérationnelle, de ton KDS. Voilà. Non, mais je veux juste qu'on remette quand même le client au centre de l'histoire, parce que c'est le thème. Au-delà des cours de gestion et d'informatique, c'est qu'est-ce qui fait qu'un client rentre dans un restaurant et puisse en repartir avec l'idée d'y revenir, et ça, sans que son expérience soit altérée, réduire les coûts et augmenter l'efficacité. Moi, je reviens de Londres, où j'ai vu des centaines de concepts en quelques jours où il n'y a plus, l'expérience client n'existe plus. Et c'est assez dingue de voir qu'il y a quelques années, on nous rabâchait à juste titre, parce que mon concept s'est créé là-dessus, il faut de l'expérience client, il faut de l'expérience client, il ne faut pas se contenter de nourrir les clients, il faut qu'il se passe quelque chose. Et ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, dans le monde de la restauration rapide, ça va totalement à l'encontre. C'est des bornes de commande. Et je m'en félicite, hein, je ne condamne pas, parce que ça a un impact vertueux sur le chiffre d'affaires pour le restaurateur. Mais l'expérience client, elle se résume à votre commande 113, elle est prête. Et c'est ça aujourd'hui l'expérience client. À Londres, il n'y a plus de caisse. C'est des bornes et un sachet qu'on vous donne. Et on nous dit il faut de l'expérience client. C'est super compliqué. Le fait est que le chiffre d'affaires augmente pour le restaurateur grâce à la digitalisation, dans la restauration rapide, je ne parle pas de restauration assise, mais que l'expérience client se réduit à sa plus simple expression. Du coup, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la qualité de la nourriture, puisqu'on va venir non plus pour l'expérience client, mais pour ce qu'on mange. Et quelque part, c'est un retour à un point de départ qui n'est pas inintéressant, mais qui change fondamentalement la manière dont on accueille un client et doit répondre à une attente d'un client. Avec ça, on a un écosystème technologique. J'aime pas parler de digital, pour ceux qui étaient à la conférence d'avant, vous avez compris. Mais un univers, un écosystème numérique qui est complètement dingue, vous le voyez autour de vous, qui a un point central aujourd'hui en France qui est la caisse, le POS, dont Lightspeed est un des acteurs mondiaux. Et autour de ça vont graviter plein de solutions qui vont transformer. Et chaque jour, il y a des nouvelles solutions qui vont transformer cette expérience client. Je parlais de bornes de commande, je parlais de fidélisation, on peut parler de gestion des avis Google. Il y a tout cet environnement tech qui va graviter autour de la caisse. Et les bornes de commande vont permettre aux restaurateurs d'optimiser différentes choses. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout optimisé, c'est que pour le black, c'est beaucoup plus compliqué avec les bornes de commande, mais à un moment donné, il faut le savoir. La deuxième, par contre, ce qui est beaucoup plus facilitateur, c'est par exemple les KDS, qui sont les écrans de production en cuisine. Quand vous avez 10 personnes qui consécutivement vont commander un bagel au poulet pané, eh ben, le KDS va immédiatement inscrire 10 bagels à produire plutôt que 10 fois une commande avec un bagel. Et ça vous permet de vous organiser différemment derrière, d'optimiser les coûts, de baisser la masse salariale, tout en facilitant l'expérience client. Ça fait partie de ce genre de choses. Mais on est dans un univers en totale mutation. Ce n'est pas que les fous qui envahissent l'Ukraine qui changent le monde. Il y a aussi la technologie qui permet de changer cette expérience client en réduisant les coûts. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser le digital d'une part et réallouer ensuite le temps qui est dégagé à accompagner le client, à restaurer finalement le lien avec lui? Comment est-ce que toi, tu travailles l'expérience client, puisque tu as installé des bornes de commande dont tu es extrêmement satisfait, je crois. Comment est-ce que toi, tu vas conjuguer ton expérience client demain avec ce digital? Par exemple, j'interdis de dire c'est la commande 113 qui est prête.
je veux le prénom du client. Je veux une humanisation entre l'opérateur et le client. Donc, ça va être oh Laura, ça fait 15 minutes que ta commande est prête, tu viens la chercher demain ou après-demain? T'hésites entre un saumon fumé et un poulet, t'es pas en train d'acheter un appartement, on fait quoi là? Donc, c'est essayer de redonner du sens, qui était à l'origine le projet Begelstein, mais en incluant la borne de commande désormais. Alors Laura, puisque vous avez mis du temps à venir chercher votre commande, comment est-ce que vous réagissez? Alors, c'est exactement un point que tout à l'heure Julien a mentionné, là, que Thierry mentionne, c'est que tout ça passe de toute façon par l'humain. Alors certes, il y a du temps gagné, qu'on ralloue, etc. C'est un peu le côté facile. Le côté plus difficile pour vous, restaurateurs, c'est d'impliquer vos équipes, parce que c'est eux, au final, qui sont le lien qui reste dans l'expérience. Donc c'est l'exemple donné par Julien sur comment est-ce qu'on forme chacun à comprendre vraiment où sont les coûts, quel impact, pourquoi. C'est former ses équipes à ne jamais utiliser un numéro de commande, mais un nom. Et ça, c'est difficile à faire, hein, quand on est le turnover, pouvoir vraiment instaurer à ses équipes ces process-là. Il y a un énorme travail qui restera, c'est de former les personnes à cette culture. Là, récemment, j'ai été manger chez un autre de nos clients qui est Big Mama. Et faites l'expérience. Dans n'importe quel Big Mama, vous serez toujours accueillis de la même manière. De la même manière, vous aurez un serveur, une serveuse, italien ou italienne, hein, c'est la marque de fabrique, qui vous dira toujours « Ciao ragazza, j'espère que ça va aujourd'hui ». Ils ont un script, ils sont scriptés. Et c'est regardé, suivi, on en revient à mesurer tout ça. Pourquoi? Parce que malgré leur extrême digitalisation sur la prise de commande mobile, sur les QR codes pour le paiement, sur les KDS en cuisine, sur la réservation en ligne, malgré toute cette digitalisation, c'est l'expérience humaine qui va compter, qui fait revenir les gens. Et ça, pour ça, faut les former, c'est du temps. Et on parle de réduire les coûts. Vous avez la réduction des coûts qui est évidente à voir, qui est comment est-ce que je mesure mes coûts principaux, qui sont ma masse salariale et qui sont mon food and beverage. Mais il y a aussi la réduction des coûts cachés. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire et à mesurer, mais les coûts cachés, c'est un client qui ne revient pas parce qu'il y avait une mauvaise expérience. Ça m'a coûté très cher. Un coût caché, c'est une mauvaise note qu'il va falloir rattraper par 10 bonnes notes sur un avis Google, par exemple. Un coût caché, c'est un turnover et donc reformer quelqu'un, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment deux sujets qui sont très liés et qu'il faut décider de mesurer concrètement pour avancer, quoi. Alors Julien, par rapport à ça, justement, je crois que d'abord, les équipes, vous travaillez beaucoup justement pour qu'elles se sentent le mieux possible au sein de l'entreprise pour pouvoir offrir la meilleure expérience derrière. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Pardon, la question, comment je travaille au quotidien avec mes équipes? Sur l'expérience client. Sur l'expérience client. En fait, pour moi, c'est essentiel. Là, pendant les 20-30 premières minutes de la conférence, on se concentrait sur comment on diminue les coûts. Vous pouvez passer énormément de temps à diminuer les coûts sur vos budgets, mais il y a une variable qui fonctionne à 100%, c'est augmenter votre chiffre d'affaires. Et augmenter votre chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément avoir un nombre de clients important, parce que faire venir des clients aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a, c'est facile, mais c'est faire revenir les clients. Et c'est là où l'expérience client, elle est essentielle. C'est que tu parlais de script chez Big Mama, donc nous on appelle ça le discours de vente. On a mis en place un discours de vente où en fait on va guider nos équipes sur l'accueil d'un client, la prise de commande, la présentation du concept, etc. C'est quelque chose qu'on a pensé en interne. La théorie était magnifique, mais en fait dans la pratique, le discours était trop long. Et là où c'est important, c'est de venir récupérer le feedback de vos équipes. Et au départ, on avait créé un discours de vente, mais en fait, il ne marchait pas, il n'était pas adopté. On n'arrivait pas à évangéliser les équipes. Donc on a pris nos équipes, on leur a dit, très bien, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous aimez dire? Qu'est-ce que vous aimez pas dire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Comment on peut aller plus loin? Et la différence, elle est capitale. Donc l'expérience client vécue, pour moi, dans nos secteurs où l'humain est central, c'est former vos équipes, impliquez-les au maximum, et l'expérience client, après, elle sera parfaite et vos clients reviendront parce que vos lieux sont beaux, parce que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est généreux, c'est un rapport qualité-prix qui est ultra correct, parce que votre ligne directrice culinaire, donc nous c'est la saisonnalité, on change la carte tous les 3-4 mois, 80% de nos produits sont français, on a été labellisé écotable, alors qu'on a une cuisine qui est méditerranéenne, non, donc qui n'est pas du tout française, même si on utilise ces technologies-là. Et en fait, tous ces efforts-là
que vous mettez en place pour créer une marque qui attire, eh ben, elle va se matérialiser par des équipes qui connaissent leur discours, qui savent pourquoi elles sont là et qui ont un avenir. Tout à l'heure, tu parlais de coûts cachés et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est le turnover dans la restauration. Je pense que si mes chiffres sont bons, en 2022, parce qu'on n'a pas encore ce 2023, on était aux alentours de 35% de turnover dans la restauration au global. Restauration rapide, classique, hôtel, etc. Nous, sur les 2 premières années, on était à peu près à 6% de turnover. Alors qu'on a grandi, on a ouvert des restaurants, donc on est passé à l'échelle. Et en fait, ces 6% de turnover, ils s'expliquaient par une présence quotidienne sur le terrain, parce que être dans les bureaux, c'est très sympa, mais notre business, il est dans les restaurants. Il s'expliquait par des personnes qui peuvent grandir. Donc c'est super, je le disais tout à l'heure, une de nos valeurs principales, c'est grandir et faire grandir. Vous avez beau avoir la plus belle des croissances, mais si vous ne vivez pas cette aventure avec des personnes qui sont là depuis le début, qui peuvent raconter le projet à votre place, qui grandissent à vos côtés, eh ben, je trouve que le projet il perd un petit peu de sa saveur et il nous intéresse un petit peu moins. Et c'est aussi apprendre. Je pense que tous, si à partir du moment où vous êtes dans une place, quelle qu'elle soit professionnelle, vous n'apprenez plus rien, vous faites toujours la même chose, et ben en fait vous partez. Pendant très longtemps, la restauration, c'était un métier, on va dire, on terminait dans la restauration un petit peu par hasard parce qu'on ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, alors il y a des formations qui apparaissent avec des écoles hôtelières, de management, etc. Et c'est très bien. Mais vous pouvez vraiment créer des plans de carrière dans la restauration. Et aujourd'hui, si vous avez des bonnes valeurs, que vous accompagnez vos équipes, que votre promesse, elle est saine, et que vous créez des conditions de travail qui sont bonnes. Je vous donne des exemples, mais nous, sur la saison, on a mis en place, donc du 1er avril au 31 octobre, il y a la semaine de 4 jours. Toutes nos équipes, elles ont un abonnement subventionné de sport. Ils ont un événement de team building par mois. C'est du Vanity Metrics, c'est des choses qui sont très courantes dans la tech ou dans les grandes boîtes. Mais dans la restauration, c'est pas courant. C'est pas courant. Ils ont un plan d'intéressement. Si les restaurants atteignent leurs objectifs, ils sont intéressés sur la réussite du restaurant. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous avez des personnes qui deviennent ambassadeurs et qui apprennent. Et demain, mon rêve, c'est qu'ils grandissent avec nous et qu'à un moment, peut-être que leur courbe d'apprentissage, elle sera atteinte, c'est qu'ils aillent ouvrir un restaurant ou un lieu dans l'hospitality au sens large, une auberge de jeunesse, une maison d'hôtes, peu importe. Et c'est que ce qu'ils ont appris chez nous, ils le réutilisent. Et j'espère qu'ils feront mieux avec le contexte futur. Donc voilà, c'est pour moi l'expérience client, elle est là, elle passe par... On a un métier où en fait, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, si l'interaction avec vos équipes, avec les serveurs dans un restaurant, elle est mauvaise, vous ne reviendrez pas. Donc l'expérience client, c'est d'abord l'expérience employé, c'est l'expérience collaborateur. Et si vous arrivez à craquer ce sujet-là, déjà vos journées, elles seront beaucoup plus sympa, beaucoup plus saine, parce que vous allez vous amuser et vous n'allez pas faire du disciplinaire constamment. Et en plus de ça, vos clients, ils reviendront pour votre projet, pour votre resto, pour votre lieu, mais aussi pour les visages qu'ils ont vus dans ce restaurant. Et je pense que l'expérience client, elle est vraiment concentrée ici. Donc, contrôlez vos coûts, pas forcément les réduire, contrôlez-les et augmentez votre chiffre d'affaires avec une expérience client qui est devenu assez rare à Paris, parce que je pense qu'un très bon service, on ressort du restaurant à Paris, on se dit, ou ailleurs d'ailleurs, on se dit, parce que nous, tous nos restaurants sont à Paris, et j'espère qu'on sera ailleurs un jour, où on se dit, waouh, en fait le serveur ou la serveuse a fait notre soirée, je reviendrai pour lui ou pour elle. C'est extrêmement rare, et c'est essentiel de le mettre dans l'ADN de votre boîte. Guillaume, vous avez encore une petite réaction, j'ai l'impression. Allez, oui, une petite anecdote. Je vais rebondir sur la notion de contrôle, puisque tu en parles et c'est important. On avait effectivement un client, c'était une chaîne, et il a voulu améliorer un plat. Et donc, c'est une anecdote, mais il a voulu améliorer un plat en mettant du décor et en mettant de la carotte. Et c'était joli de mettre la carotte, etc. Et ça apportait une expérience sympathique. Sauf que très vite, il a vu qu'il explosait son coût en carotte, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a effectivement constaté, en observant, que les gens, au lieu de mettre quelques brins pour le décor, ils mettaient une poignée de carottes. Et du coup, il y avait effectivement un dérapage en termes de coûts
là-dessus. Donc ça montre qu'au-delà de l'idée, je dirais, dans le labo ou dans la cuisine, alors quand on a un restaurant, un site, c'est facile, entre guillemets, on va pouvoir contrôler plus. Mais dès lors qu'on est en multi-site, on ne peut pas être partout, dans tous les sites en même temps. Et donc l'outil va permettre cette notion de contrôle, de mesure, pour en fait éviter une sorte de dérapage sur cette anecdote de la carotte râpée. Voilà. Alors, je crois que le temps a passé. Je pense que ce serait bien de conclure peut-être un peu et on vous passera la parole si vous avez des questions dans la salle. Alors, Laura, peut-être, vous avez moins parlé que les autres. Non, j'aime bien parler pour dire des choses nouvelles. Non, je pense qu'en conclusion, vraiment, on l'a dit, moi, mon message le plus important quand on pense à l'expérience client et réduire les coûts, c'est faut que ce soit intentionnel. Il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on on fait les choses. Donc, c'est un travail à faire en amont. Ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. Le deuxième élément, c'est que ça ne se fait pas seul. Ce n'est pas seulement à une personne ou à deux personnes dans un restaurant de le faire. C'est un travail d'équipe. Et enfin, ce qui paraît évident, qu'on voit partout, et puis ce qui est un peu plus subtil, ces fameux coûts cachés. Donc l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. Ce n'est pas un projet à court terme, c'est quelque chose qui se fait en permanence. Et c'est quelque chose que moi, je vois au quotidien. J'ai la chance de parler avec beaucoup de restaurateurs. Au lancement, on réfléchit énormément à tout ça. On réfléchit à sa décoration, au nom de sa marque, on réfléchit à sa marque employeur. Et en fait, ça ne s'arrête pas au lancement. C'est vraiment tout du long. Et je pense que ça, c'est le petit point pour ouvrir sur la suite. C'est bien de commencer, mais n'arrêtez pas, puisque l'environnement évolue également et il faut pouvoir s'adapter à chaque fois. On passe la parole les uns. Voilà, juste un petit mot pour conclure de mon côté. Il y a une phrase qui dit « qui ne se mesure pas ne s'améliore pas ». Et donc, tout est dit. On est dans un monde qui bouge. Le client vote avec ses pieds et donc il peut venir chez vous ou ne pas venir chez vous. Et donc, cette amélioration passe par de la mesure. Voilà. Déjà, merci pour votre présence. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Et pour conclure, je pense que c'est une phrase que j'utilise souvent auprès de mes équipes, c'est ne pensez jamais que vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui, en 3 ans, on a 2 restaurants, 3 en devenir, c'est super, on est en croissance, on a une super marque. Mais tous les jours, je me force à regarder ce qui se fait ailleurs. Je rencontre d'autres restaurateurs à des niveaux de maturité différents, dans des secteurs différents. Allez chercher les bonnes pratiques, allez chercher les astuces, parce que c'est essentiel. On est sur des secteurs qui bougent énormément. Et que vous soyez, je pense qu'il y en a dans la salle, en train de miroiter sur une idée de création de restaurants ou toute autre forme de lieu d'hospitality, que vous ayez 2 restaurants, 5 hôtels, 15 hôtels. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel de tout le temps se remettre en question. Et je pense que notre jeune âge sur cette expérience nous a fait défaut. Toutes les erreurs, on les a faites. Je vous assure, on s'est planté des dizaines de fois sur plein de sujets. Mais il y a une chose qui nous a toujours sauvés, c'est qu'on a gardé les écoutilles ouvertes et qu'on sait dire, bon, là, on s'est planté, on vire de braquet et on change complètement de direction. Et ça, c'est essentiel dans un business qui est aussi exposé au contexte, exposé aux coûts, exposé aux clients, au jugement des clients. Donc ça, c'est essentiel pour moi. Donc gardez en tête qu'on n'est jamais parfait, on n'est jamais les meilleurs, on a toujours à s'améliorer. Et ça permettra à vos entreprises et à vos projets perso, pro, de continuer dans la bonne direction. Thierry, une petite conclusion ? Je veux juste remettre une nouvelle fois le client au centre de l'histoire, parce qu'on peut réduire tous les coûts qu'on veut. S'il y a moins de clients, ça ne sert pas à grand-chose. Le client dans la restauration, il est de plus en plus exigeant. Il veut quoi ? Il veut bien manger, il ne veut pas attendre, il veut payer moins cher, mais il veut que ça vienne de France et que ce soit élevé bio et que ce soit une traçabilité parfaite. Et on a un effet ciseau qui est complexe. Mais pensons à lui et la réduction des coûts qui est possible grâce à la digitalisation et à la numérisation ne peut être qu'en respectant les attentes du client. Sinon, c'est mort et ça n'a aucun sens. Oui, c'est un juste équilibre de toute façon à trouver entre les deux. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'aurais juste une question, c'est par rapport à la réduction des coûts. Est-ce que le fait d'être trop full control sur les coûts, justement, ça ne nous perd pas dans notre métier de restaurateur et d'hôtelier ? Est-ce que justement on ne devient pas plus des financiers plutôt que des gens qui veulent faire à manger et avoir une bonne expérience client ? Voilà. Alors, lequel d'entre vous veut répondre ?
Et le métier de restaurateur, c'est un métier aujourd'hui où il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde, parce qu'il fait bien à manger chez lui le samedi soir pour ses potes, pense qu'il peut ouvrir un restaurant. Il est temps de revenir aussi à des choses plus professionnelles et plus sérieuses. Et c'est un métier qui est complexe, où la gestion fait autant partie de l'histoire que les qualités culinaires. D'autres questions? Bonjour messieurs, dames. Alors j'ai une petite histoire à vous raconter. Donc l'année dernière, j'étais venu ici et il y a un grand monsieur qui m'a dit que c'est pas le bon endroit ni le bon moment pour t'exprimer. Et du coup, en fait, c'était juste pour vous faire passer le message que le bon endroit et le bon moment, je l'ai cherché, mais ça n'existe pas. Donc il faut se lancer le plus vite possible et aller au bout de ses idées, laisser la peur de côté, la peur du rejet, la peur du jugement, laisser tout ça de côté et foncez, allez au bout de vos idées. Dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que RH Alternance, l'année dernière, c'était rien. Aujourd'hui, c'est le leader en France du recrutement d'apprentis pour les métiers de la restauration. Et je vais vous distribuer le plan d'action qui a économisé plus de 12 000 € à GLD et Fête à Crêpes. Je vous le donne là, le flyer. Il est précieux, hein, c'est pas comme tous les autres que vous allez trouver là, ici. Ça va peut-être être votre plus belle découverte de ce salon. Merci à vous. Belle page de publicité. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, écoutez, sinon, de toute façon, vous pourrez venir discuter avec les uns et les autres derrière. Je propose qu'on les applaudisse bien fort. Merci à tous les quatre.